On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Bienvenue à tous et à toutes. Merci à Baptiste Miguez d'être présent aujourd'hui avec nous. Donc, en ce mois de défi de janvier ou janvier sec, on a souhaité parler de l'alcool. L'alcool qui est deuxième facteur de risque évitable de cancer. Donc, pour cela, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Baptiste Miguez, patient expert en dictologie, conférencier et co-auteur du livre D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. Comme d'habitude, l'intervention de Baptiste Miguez durera environ 30-40 minutes. Et ensuite, nous conserverons un temps d'échange d'environ 15-20 minutes voilà, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. À travers les onglets discuter ou questions-réponses. Voilà, donc je vais de suite laisser la parole à Baptiste et je reviendrai ensuite pour les questions. Et me voilà tout seul maintenant. Et je vais quitter, je coupe ma vidéo et c'est parti. Ok, non, mais c'est vrai que je suis tellement, tellement content d'être là ce soir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir sollicité pour cette intervention et je remercie tous ceux qui nous écoutent ce soir. Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est la première conférence que je fais publique. Disons que chacun peut s'inscrire, donc c'est quelque chose qui est nouveau pour moi et je suis super content de vous partager ce témoignage ce soir. C'est vrai qu'il y a un temps de questions-réponses à la fin, donc gardez bien vos réponses au chaud. J'y répondrai à la toute fin. Donc pour me présenter aussi, je suis un ancien dépendant à l'alcool. J'ai souffert d'alcoolisme de mes 15 à 24 ans. Et en fait, j'ai cramé toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte dans l'alcool. Et la chose la plus incroyable, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas vu venir. Parce qu'au début, c'était un phénomène de groupe. Et que aussi jeune, je ne pouvais pas me poser des questions et me regarder en face. Donc, je vais témoigner. Et en fait, au travers de ce témoignage, on va essayer de traiter les points suivants qui sont, un, les facteurs de vulnérabilité. Deux, qu'est-ce qu'une addiction? Puis les troubles de l'addiction, qui est une maladie progressive et sournoise, le déclic, et puis les ressources d'aide et comment je me suis reconstruit après. Et je vous parlerai notamment de mon activité d'aujourd'hui qui est patient expert. Au travers de ce témoignage, mon but n'est absolument pas de diaboliser l'alcool, mais plutôt d'essayer d'ouvrir les consciences sur ces dangers. Je ne vais pas vous dire d'arrêter de boire, mais plutôt d'essayer de réfléchir à notre relation avec l'alcool. Des questions comme pourquoi est-ce que je bois? Comment est-ce que je bois? Est-ce que j'essaye? Est-ce que l'alcool est par exemple une béquille qui va m'aider à supporter une épreuve ou est-ce que ça me permet de désangoisser? Est-ce que je contre une émotion indésirable? Voilà un peu des utilisations dont je me servais pour fuir une réalité qui était insoutenable. Et d'ailleurs, ce pourquoi et ce comment, en fait, c'est typiquement l'objectif du Dry January dans lequel on est. En fait, le Dry January, c'est de ne pas boire du 1er janvier au 31 janvier pour se rendre compte de l'importance de l'alcool dans nos vies. Quelle place occupe l'alcool dans nos vies? Est-ce que ça me manque ou pas? Et donc, c'est un mois qui nous permet de prendre du recul sur notre relation, sur notre consommation d'alcool. Je vais rentrer dans mon témoignage et je vais commencer par les facteurs de vulnérabilité. En fait, l'addiction est une somme de 3 facteurs de vulnérabilité. En fait, il s'agit d'un individu, donc sa structure biologique, ses vulnérabilités psychologiques et psychiatriques. Donc ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième, c'est son environnement. Quel est le contexte familial, le contexte social, économique, culturel. Et le troisième facteur, c'est la rencontre avec le produit.
pour vous illustrer ces 3 points, en fait, je vais vous raconter un peu le contexte et mon enfance. Euh, Moi, j'ai grandi à Londres de mes 0 à 12 ans. Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 garçons et j'ai un frère jumeau. Et qui, je crois, est là ce soir. Et donc, ça m'émeut tout particulièrement. Euh, j'ai grandi dans un contexte hyper heureux, avec des émotions super fortes, super intenses. Je me sentais tellement libre. Mes parents étaient vachement présents. Je faisais des activités sportives, je m'aérais. Et puis, j'ai une personnalité très exubérante, libre, sensible. Et cette enfance, pour moi, c'est que des souvenirs merveilleux. J'étais aussi scolarisé dans le système éducatif anglais qui, contrairement à celui en France, en fait, met en valeur l'unicité de chaque personne. C'est-à-dire que nos emplois du temps étaient adaptés. Si je suis bon en sport, en théâtre, en poterie ou en maths, mon emploi du temps va être adapté en fonction de mes capacités. Et puis surtout, ils ne vont pas du tout être regardants, ils vont pas du tout, euh, comment on dit, ils vont pas, il n'y a aucune notion, enfin, qu'on soit bon en maths ou en sport, il n'y a aucune différence qui va être faite. On sera tout autant valorisé en fonction de qui on est. Donc ça, c'est le contexte enfance. Et puis en fait, maman a estimé qu'il serait bon qu'on ait aussi une éducation à la française. Donc pour ma 6e, on est rentré en France. Et ça a été ma première grande rupture. Ça, pour moi, il s'agit du deuxième facteur de vulnérabilité, c'est l'environnement dans lequel je vis. Et à partir du moment où je suis rentré en France, scolarisé dans le système éducatif français, j'ai commencé à me sentir un peu oppressé parce qu'à la différence du modèle anglais, je devais m'asseoir sur une chaise et écouter le professeur et je me suis senti complètement oppressé, comme si je devais absolument rentrer dans un moule, suivre un chemin tout tracé et ça m'était intolérable. D'où certains premiers signes d'alerte avant même que je rencontre l'alcool, comme des premières crises d'angoisse, des premières insomnies. Et je suis même tombé malade, j'ai été atteint d'une pneumonie qui m'a écarté des cours pendant 6 mois ou 8 mois. Et je m'en souviens, j'ai des souvenirs tellement heureux parce que j'étais pas en cours. J'étais malade, mais pas en cours, donc j'étais bien. Et si on analyse un peu cette maladie, en fait, c'est la manifestation physique d'un mal-être, un mal-être qui m'indiquait que j'étouffais vraiment. Et donc, quand j'ai rencontré l'alcool vers mes 14-15 ans, ça a été pour moi une libération. Ça s'est fait, somme toute, de manière assez classique. C'était avec mes potes. On s'est retrouvés un soir avant d'aller en soirée dans la rue. Et il y a un de mes amis qui me tend une bouteille de rosé et qui me dit prends cette première gorgée, ça va te faire du bien, c'est comme ça qu'on va faire qu'on va passer une bonne soirée. Et, et à l'époque, enfin, adolescent, en fait, en pleine construction identitaire, il y a cette pression du groupe, j'ai cette volonté d'appartenir à un groupe, j'ai l'impression que pour être aimé des autres, il faut que je fasse comme les autres. Donc j'ai accepté cette première gorgée et je m'en souviens encore très bien. Oui, le goût, je n'ai pas forcément aimé, mais les effets tout de suite, et cette chaleur dans l'œsophage m'a fait un bien fou et m'a permis de fuir cette pression scolaire, pression familiale aussi, puisque papa était quelqu'un de très exigeant avec ses enfants et il attendait le meilleur de ses enfants. Donc j'avais l'impression que la seule façon de le rendre fier, ça allait être au travers de mes notes et de l'excellence scolaire. Donc, l'alcool m'a permis de fuir tout ça, fuir des choses que je ne voulais pas. Et, et comme mon cerveau, je ne le savais pas encore, mais mon cerveau était addict, ritualise énormément les choses. Si ma première soirée s'est faite sous alcool et que ça a été une bonne soirée,
mon cerveau a eu ce désir de reproduire ce schéma inlassablement. Donc, le before entre potes, le fait de se retrouver avant d'aller en soirée et de boire un maximum d'alcool pour atteindre des effets, c'est devenu voilà, un rituel, un passage incontournable, un art de vivre. L'alcool, comme toute autre drogue, en fait, m'a apporté énormément de choses positives au début. Ça me permettait de faire des choses inimaginables, comme me sentir immortel. C'est vrai que l'alcool me permettait de me sentir super puissant, d'être un bonhomme, d'être un vrai mec. Et je considérais que être un vrai mec, c'est un dur. Et les durs, ça boit. L'alcool me permettait aussi de défier l'autorité. Je ne supportais pas l'autorité. Et donc l'alcool me permettait de me désinhiber, d'oser davantage. Ça me permettait d'être drôle. J'avais l'impression d'être drôle dans l'alcool. Ça me permettait aussi de combler mon manque de confiance en moi, de masquer mon hypersensibilité. Et puis aussi tout simplement d'approcher les filles parce que je ne savais pas comment faire sans alcool. Donc finalement, en fait, je me suis créé un personnage que je nomme Super Baptiste, puisque c'est quelqu'un que j'essaye d'être, mais est-ce que c'est ma véritable nature? En fait, dans l'alcool, je deviens quelqu'un qui est à l'opposé de ma véritable nature, qui est sensible, pudique, avec une grande peur du regard de l'autre, qui est très introverti. Et donc j'utilisais l'alcool pour masquer ça et pour calmer beaucoup d'angoisse. Ce qui en découle, c'est peut-être un premier message préventif, c'est que avant d'être dans le mal, l'alcool me permettait de booster des émotions positives et c'est ce que j'appelle de l'automédication. L'alcool me permet de soigner des angoisses, un mal-être, mais l'alcool n'est pas un médicament. Et on verra plus tard dans mon témoignage que, au contraire, l'alcool est un dépresseur qui nourrit la dépression, qui nourrit les angoisses, qui nourrit les peurs. Et donc, cette béquille que j'utilisais, j'avais des utilisations malsaines. J'en avais des utilisations malsaines. Je passe un peu mes années lycée, mais c'est vrai que pendant mes années lycée, ma grande excuse, c'était que tout le monde faisait pareil. Et puis, c'est vrai qu'au début, c'était dans un contexte très cadré. C'était que le week-end. C'était que le vendredi et le samedi soir. Donc, comment me poser des questions? Comment envisager avoir une relation malsaine puisque je pensais que les autres faisaient pareil? Et pourtant, il y a peut-être des premiers signes qui sont apparus, notamment celui de penser qu'il existait seulement 2 catégories de personnes dans la vie, ceux qui aiment la vie, les bons vivants, les buveurs d'alcool, et ceux qui sont ternes et tristes, les buveurs d'eau. Je pensais sincèrement qu'il existait ces 2 catégories et je voulais absolument appartenir à la première catégorie. Je m'en souviens aussi en première terminale que la semaine était hyper morose sans alcool. J'attendais dès le lundi, le vendredi soir, comment est-ce que je vais pouvoir programmer ma soirée? Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir? Où et comment? Avec qui? Quel est notre budget? C'était des questions que je me posais en permanence et je pensais que les autres faisaient pareil. Avec le recul aujourd'hui, j'ai la réponse qui est non, bien sûr, mais en tout cas, j'avais ce rôle-là et j'étais fier d'avoir ce rôle d'organisateur, etc. Je méprisais aussi, bien sûr, ceux qui ne buvaient pas. Je ne comprenais pas comment on pouvait faire la fête sans alcool et donc je m'entourais uniquement de gros buveurs. Hein. Mes potes buvaient aussi beaucoup, mais est-ce qu'ils stressaient des doses? Est-ce qu'ils commençaient à cacher des bouteilles de vodka à côté de soi, proche du canapé? Parce que, en tout cas, moi, j'avais très, très peur de manquer. La fête ne pouvait que commencer uniquement le premier verre servi. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut concevoir ce mot dépendant ou dépendant à l'alcool ou alcoolique? En fait, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, à quoi me fait penser ce mot? Et finalement, en fait, ce mot est tellement lourd en représentation négative. Pour moi, à l'époque, je pensais que c'était quelqu'un qui n'avait aucune volonté, quelqu'un qui était faible, c'était un menteur, quelqu'un de violent, c'était
peut-être un sans-abri qui est au coin de la rue avec sa bouteille, ou c'était une mère au foyer qui s'ennuyait, ou une femme qui négligeait ses enfants. J'étais ancré dans ces représentations négatives, nourri par les films, par les séries, les livres et la société en général. Donc comment est-ce que moi, jeune, je peux me considérer dépendant à l'alcool? C'est quelque chose que j'essaye de combattre euh, en ce moment. C'est mon combat, c'est de montrer que l'alcool ne discrimine absolument personne et que l'addiction n'a pas d'âge. Et finalement, qu'est-ce que c'est l'addiction? Tout d'abord, c'est une maladie. C'est le dérèglement du circuit de la récompense. Et pour vous illustrer ça, je prends en général une autre image qui est un gâteau au chocolat, parce que je suis assez fan de sucré. Et en fait, ça fonctionne comment? C'est que j'ai faim, je sais qu'il y a un gâteau au chocolat qui m'attend dans le frigo, et donc mon cerveau va sécréter de la dopamine et me dire, tu as faim, il y a un gâteau qui t'attend. Je me déplace jusqu'au frigo, j'ouvre la porte, et là, je vois le gâteau qui m'attend. Il y a une sécrétion de dopamine maximale. J'ai besoin de ce gâteau pour me rassasier. Sauf qu'après 3-4 cuillères, en fait, il y a le phénomène de satiété, la dose de sucre qui vient, et donc mon circuit de la récompense, je me suis suffisamment récompensé, entre guillemets, là, il y a un stop qui s'opère. En fait, dans la maladie addictive, le stop n'existe pas. Et puis, mon cerveau d'addict devient accro à cette dopamine et donc recherche davantage de dopamine, toujours plus, à plus de moments, plus régulièrement, plus fréquemment. Et pour vous donner une définition, il y en a plusieurs bien sûr, mais finalement c'est l'échec de contrôler un comportement. Et puis la poursuite de ce comportement malgré la connaissance de ses conséquences nocives. J'aimerais rajouter que l'alcool est une drogue. Elle est certes licite, oui, mais c'est une drogue quand même qui détruit des familles entières et qui cause 45 000 morts par an environ. On peut être addict à deux catégories de choses. On peut être addict à des substances qui sont le tabac, l'alcool, les drogues licites et illicites, et les addictions comportementales qui sont les jeux vidéo, le porno, les jeux d'argent, le sport, le travail. Et on intègre aussi dans ces addictions comportementales l'anorexie et la boulimie, les troubles alimentaires qui rentrent dans cette catégorie d'addiction. Donc ça, c'est un peu la théorie, et je vais revenir à mon témoignage. On a vu ensemble les vulnérabilités individuelles, les risques environnementaux, la rencontre avec le produit, et ensuite, il y a des drames qui viennent ouvrir de nouvelles brèches, qui viennent créer de nouvelles cicatrices, et qui, pour moi, en fait, la seule solution va être de se tourner vers l'alcool pour noyer le chagrin ou pour masquer, fuir une réalité. Et c'est ce que j'appelle le début de la chute, qui pour moi est arrivé à 19 ans, et c'est un drame qui est venu abreuver l'alcoolique qui sommeillait en moi. C'est arrivé en mai 2010, à mes 19 ans, et en fait, mon amoureuse de l'époque venait de se faire renverser par une voiture. Le conducteur était alcoolisé et donc elle était à l'hôpital. J'étais en train de lui rendre visite et je reçois un appel de mon papa qui me dit, qui s'intéresse, qui me pose des questions, et je trouve cet appel assez pas commun en tout cas, parce que papa, j'avais peur de lui. Je ne savais pas trop comment le rendre fier, et je pensais, comme je l'ai déjà dit, que c'était au travers de mes notes qu'il avait de l'intérêt pour moi, et donc qu'il s'intéresse à ma vie sentimentale. Je trouvais ça vachement bizarre, et j'ai pas compris cet appel. Et il me dit, on se retrouve pour le dîner, je pars faire un jogging. 1 heure après, je reçois à nouveau un coup de fil de papa, et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me veut? Je décroche et c'est pas lui au bout du fil. C'est un autre homme qui me dit qu'il y a un problème, que quelque chose est arrivé. Il me donne l'adresse, et heureusement, c'est à environ 700 mètres de la maison.
et je dois arriver vite. Je suis le dernier numéro composé et je dois me déplacer pour voir ce que c'est. Donc j'attrape ma maman qui est dans la cuisine et j'ai pas beaucoup d'explications. Et je lui dis, viens, apparemment il y a un problème avec papa. Donc on commence à courir dans la rue et on court côte à côte sans se parler parce que j'imagine qu'on n'ose pas envisager le pire. Et on aperçoit une foule au loin, mais on n'aperçoit pas papa. Et donc on essaye de la fendre, cette foule-là. Et là, on aperçoit sa voiture. On aperçoit sa voiture, mais il avait commencé à essayer de faire un créneau. Mais il n'avait pas réussi. Sa voiture était en plein milieu de la route et c'est quelque chose qui ne ressemble absolument pas à papa, qui est très carré, très perfectionniste. Et donc, ça ne lui ressemble pas de mal gérer un créneau. Mais il est où? Il est où? On ne le voit toujours pas. Et donc, on fend encore la foule et on l'aperçoit sur le dos, sur le bitume, avec le SAMU qui est en train d'effectuer des massages cardiaques. Et c'est la première fois que j'aperçois mon papa aussi fragile. Moi qui le visualisais comme un super-héros, aussi quelqu'un de super puissant, d'immortel, je le voyais là, si fragile et intubé. Et ça a été un grand choc pour moi. Il a été transporté à l'hôpital et en fait, les secours sont arrivés un peu trop tard et on a dû débrancher la machine qui le maintenait dans un coma artificiel. Et donc voilà, j'ai perdu mon papa en 48 heures, lui qui était en pleine santé, qui n'avait aucun problème de santé, et c'est ce qu'on appelle la mort subite. Le soir même, en fait, j'appelle mes amis et je me bourre la gueule. Et en fait, j'ai bu pour noyer ma souffrance, pour m'empêcher de ressentir et pour m'empêcher de faire mon deuil. Je vous avoue aussi que j'ai bu parce qu'à 19 ans, je n'ai aucune conscience de ce que c'est la mort et que j'ai l'impression qu'il est parti en vacances et que lui, plus là, je vais pouvoir enfin m'adonner à mon Dieu, à mon art de vivre, m'adonner à l'alcool. Et donc pour moi, ça a été vécu aussi comme une libération de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, sauf que c'est une pratique très malsaine. C'est à partir de ce moment-là que je rentre concrètement dans l'addiction avec des troubles qui apparaissent, des nouveaux rituels qui apparaissent et l'alcool prend de plus en plus de place dans ma vie. C'est pour ça que j'embraye sur la thématique suivante qui est la maladie progressive et sournoise. Je vais décrire plusieurs troubles qui vont vous permettre de mieux identifier ce que c'est l'addiction, comment identifier chez quelqu'un ou chez soi. Mais avant ça, j'aimerais avancer de quelques années et de vous raconter en fait la toute fin. Ces cercles vicieux qui s'installent et qui expriment énormément de mal-être, mais surtout la seule solution que j'ai, c'est de me tourner vers l'alcool. En fait, j'ai commencé à trembler avec le manque et ma seule solution, ça a été de boire pour supprimer les tremblements. Les tremblements qui sont créés par l'alcool, qui sont nourris par l'alcool, mais ma seule solution, c'est de boire à nouveau. Tout comme des gueules de bois qui sont de plus en plus douloureuses, des gueules de bois insoutenables, et pour guérir le mal par le mal, je décide de boire. J'avais des angoisses nourries par l'alcool et je buvais comme un anxiolytique. J'avais du mal à dormir, je faisais des nuits blanches sans alcool et je me butais en fait à l'alcool pour pouvoir dormir et je me réveillais forcément épuisé et l'alcool le lendemain me permettait de me rebooster, de me permettre d'affronter la vie, une vie qui me faisait si mal, une vie qui m'agressait et pour toutes ces raisons en fait je reviens à l'automédication. Je pensais que l'alcool soignait mais en fait ça accentuait tous ces rituels, toutes ces mauvaises utilisations. Ça a été la toute fin, mais avant, c'est beaucoup plus sournois. Et je vais lister quelques troubles, notamment la tolérance. La tolérance aux produits, qui est sûrement quelque chose dont vous pouvez largement vous identifier, c'est que
si vers mes 14-15 ans, j'ai besoin de 2 verres de vin pour être un peu pété, à la fin, il me faut beaucoup plus. Mon corps réclame beaucoup plus. Et c'est vrai qu'en parlant de tolérance, je me suis senti hyper fier de ma descente. Je faisais même un culte de l'alcool. Je collectionnais des bouteilles vides dans ma chambre et je remplaçais les livres par des bouteilles vides et j'amenais mes amis pour leur dire viens voir, regarde tout ce que j'ai bu depuis que tu n'es pas venu. J'étais tellement fier de proposer des concours de cul sec, tellement fier de descendre ma pinte plus vite que les autres. Cette fierté, en fait, cet orgueil, pour moi, c'est un trouble. En deuxième trouble, il y a la perte de contrôle de ma vie. Et au final, quand j'ai 19 ans, après la mort de papa, je n'ai plus d'autre intérêt que l'alcool. Je perds intérêt dans mes études. Les gueules de bois sont là. Je ne vais pas en cours. Et donc, je finis déscolarisé. Et c'est quelque chose que je vois régulièrement aujourd'hui dans mon activité de patient expert. Mais des personnes brillantes entrent en études et finissent et en ressortent lessivées, en fait. Et comme des larves, parce que l'alcool a été là et l'alcool détruit des potentiels. L'abandon des autres activités. C'est vrai que j'ai toujours été passionné de foot, mais dans l'alcool, en fait, tout ce qui est sain pour moi, je les oublie. Je perds, en fait, j'abandonne toutes les autres activités qui me font du bien. Une irresponsabilité professionnelle avec des histoires de mensonges où je vais en stage, mais en fait, je n'y vais pas parce que je préfère boire tout seul dans un parc et je mens parce que je pars le matin en faisant genre, je vais à mes stages, mais en fait, je n'y vais pas. Autre trouble, c'est que je commence à me mettre dans des situations dangereuses et c'est vrai que quand on est jeune, ce sont des situations qui font rire. Au début, créer des disputes, se faire virer de boîte, avoir été violent ou être tombé du podium, en fait, ça fait rire. Être en blackout, ça fait rire, ça fait des histoires à raconter à ses potes, mais en fait, ça m'a atteint l'enchaînement de ces situations, ça m'a atteint et il y a eu de plus en plus de culpabilité, de honte, et j'ai bu encore davantage pour compenser et pour masquer cette honte. C'est vrai que ces situations dangereuses il y a eu un effet boule de neige où en fait j'ai commencé à me réveiller dans la rue, j'ai commencé à me réveiller dans des lits d'inconnus, à me réveiller sous des voitures, sous des portes cochères et jusqu'à un fameux drame, un drame très très intime que j'aimerais vous partager, mais c'est pour vous montrer que on peut me faire du mal quand je suis bourré, mais surtout je peux devenir une victime parce que je suis bourré. Et peut-être que j'ai été une cible parce que j'étais bourré. Et en fait, c'est arrivé quand j'avais 22 ans. Et à l'époque, mes potes avaient quand même assez cerné que j'avais une relation problématique avec l'alcool. Et je commençais à faire des promesses, à essayer de me limiter. Et ce fameux before, je me limite, je suis fier parce que j'y arrive, je me sens pas trop bourré, c'est cool, je sais le faire. Et ensuite, on va en boîte. Et sauf qu'en fait, dans le noir de cette boîte-là, mes potes sont plus là pour me surveiller. Et donc, mes promesses ne tiennent plus et je commence à faire des allers-retours entre le bar et les enceintes. Et, et c'est là qu'un homme me propose un whisky coca. Et pour moi, de l'alcool gratuit, c'est le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est la chose le mieux qui puisse m'arriver. Et donc, je me dis, dans mon monde naïf, le monde de bisounours dans lequel je vis quand je suis alcoolisé, c'est que ce mec-là va devenir mon meilleur pote. Et c'est vrai que c'était sympa, on a discuté, c'était cool. Mais après ce premier verre, il y a un trou noir. Il y a un trou noir. J'ai seulement quelques flashs et je vous épargne les détails, mais il m'a ramené chez lui et il m'a violé. Et c'est pour vous montrer que j'ai été... Enfin, peut-être qu'il m'a drogué, je n'en sais rien. J'ai fait des tests et ça n'a montré rien parce que j'ai fait les tests un peu trop tard, mais j'ai identifié l'alcool comme chose qui m'avait mis dans cette situation à risque. Et puis, en fait, ce mec a détruit tout ce qui restait de masculin en moi. Ce mec m'a fait rentrer dans une profonde dépression et
je suis allé voir des psychiatres qui m'ont prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères, sauf que le problème était bien plus profond que ça. Et en fait, j'étais dépendant à l'alcool et je mélangeais tout ça, qui faisait des cocktails explosifs, et je tombais encore plus bas avec un mal-être qui était de plus en plus présent. La solitude est vachement présente. Ça, c'est un trouble aussi dont j'aimerais vous parler, c'est la solitude et la dépression. Mais la solitude, oui, je suis peut-être dans un milieu avec ma famille, mes frères et des amis, mais qu'est-ce que je me sens seul et incompris. Cette solitude, elle est involontaire et volontaire. Involontaire parce que je suis de moins en moins invité, parce que mes amis ne veulent plus trop, ont peur de moi, et parce que je fous la honte, parce qu'ils ne savent jamais dans quel état je vais terminer. Et puis, cette solitude, elle est volontaire, parce qu'une fois que j'ai des reproches de certains, en fait, je vais les fuir. Je suis en plein déni, je ne vais pas accepter de regarder les choses en face, donc je vais aller voir un autre groupe d'amis, des personnes qui vont me connaître pas suffisamment pour se permettre de me faire des reproches. Je détruisais mes relations de par le mensonge, mes relations amoureuses, je n'arrivais pas à construire parce que l'alcool était là. En fait, c'était une relation à trois. Je ne construis rien, je ne peux rien donner parce que je suis obnubilé par l'alcool. Les efforts infructueux pour réduire aussi. J'ai essayé de me limiter, mais en fait, c'est pour prouver aux autres que je ne suis pas dépendant et pour me prouver à moi-même que je ne suis pas dépendant. Et ça, c'est quand même assez traître parce que si j'arrive à ne pas boire pendant 3 jours, je me sens pas du tout dans une situation problématique. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'un dépendant à l'alcool, c'est quelqu'un qui va boire tous les jours. Mais en fait, il y a autant de formes d'alcoolisme que de personnes dépendantes à l'alcool. On a tous notre relation propre à l'alcool, et donc j'étais encore enfermé dans ces représentations. Et le dernier point, le dernier trouble, c'est le temps passé. C'est quelque chose, je pense, qui est entre les lignes, mais j'aimerais être clair, c'est que le temps passé consacré à l'alcool est de plus en plus grand. Et dans ce temps passé, il y a 4 temps. Le temps passé, le premier temps, le temps passé à réfléchir à quand est-ce que je vais pouvoir boire, des pensées qui commencent à me prendre dès le matin ou dès le début d'après-midi. Ensuite, le temps passé à acheter, le temps passé à consommer, qui est de plus en plus grand, et le dernier temps, le temps passé à récupérer, qui est encore une fois de plus en plus grand. Avant de passer à des choses un peu plus positives, parce que c'est vrai que je suis ici pour témoigner, il y a une fin plus belle à cette histoire. J'aimerais absolument dire que l'alcool m'a menti. L'alcool m'a promis des choses tellement belles. L'alcool m'a promis d'être heureux et libre, mais j'ai terminé dépressif et enchaîné à cause de l'alcool. L'alcool m'a promis du réconfort. Oh, toi, chère bouteille, tu seras toujours là pour moi. Pardon, je deviens un peu ému parce que l'alcool m'a promis énormément de belles choses, et j'ai eu beaucoup de souffrances. L'alcool m'a promis de me donner du courage pour affronter la vie, et j'ai eu peur de tout. Et je pensais que l'alcool m'allait apporter beaucoup, beaucoup d'amis, et j'ai terminé isolé. Heureusement, il y a une fin qui est belle, et c'est le déclic, un fameux déclic, même si ce déclic, en fait, pour moi, c'est très progressif aussi. Le déclic, c'est quelque chose qui se déroule sur plusieurs années. Mais le fameux déclic, le jour où j'ouvre les yeux, c'est passé un 31 mars 2015, à l'âge de mes 24 ans. Je me suis mis une cuite que j'appelle historique, parce que c'est la dernière. Et j'ai passé 48 heures au lit, dans le noir, les rideaux fermés, incapable de me tirer jusqu'au frigo pour me nourrir, parce que j'avais pas la force, avec des idées noires plein la tête, ne plus avoir envie de vivre dans ce monde si cruel, si dur. C'est maman qui est rentrée dans ma chambre et qui s'est assise au pied de mon lit et qui m'a dit ces mots si magiques, et qui m'a dit: Baptiste, est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes?
Et cette fois-là, en fait, maman, elle ne m'a pas jugée, elle n'est pas entrée dans la morale. Elle a enfin accepté que son fils était malade et avait besoin d'aide. Et en fait, c'est l'amour avec un grand A qui m'a sauvé. C'est une preuve d'amour, une bouée de sauvetage d'amour. Et encore fallait-il que je m'y accroche. Mais ces paroles à elle m'ont donné des raisons de vivre. Ce qui est assez dingue, c'est que le même jour, je reçois une lettre de mes amis, mes véritables amis, qui me disent « Baptiste, t'es en train de te détruire dans l'alcool, on ne va pas permettre ça, on va être là. Oui, tu as des raisons valables à ton alcoolisme, mais on sera là et on va essayer de t'accompagner. » Ces deux preuves d'amour m'ont ouvert les yeux sur une chose, c'est que j'ai accepté de l'aide. J'admets enfin ne plus pouvoir avancer seul. Et dans ce déni, en fait, je fais taire cet orgueil. Je considère que dans l'addiction, il y a une énorme part d'orgueil. J'avais un orgueil démesuré qui m'empêchait de voir les choses en face. Et c'est ainsi que le voile du déni s'est fracassé. La vérité, en fait, sur l'addiction, c'est que je ne suis pas indigne, je ne suis pas un échec. En fait, si je témoigne aujourd'hui, c'est pour dire que l'alcool ne discrimine personne. J'aimerais aussi donner un autre j'aimerais un autre message préventif, c'est que j'aimerais normaliser le non. On est en 2022 aujourd'hui et j'aimerais que, comme la cigarette, quand on dit non à la clope ou la cocaïne ou une autre substance, on ne pose pas de questions. L'alcool, encore, quand on dit non, encore aujourd'hui, eh ben, c'est signe qu'il y a un problème. Normalisons, s'il vous plaît, le non avec l'alcool. Vient maintenant le moment de la reconstruction et en fait, j'ai arrêté à l'âge de 24 ans. En fait, cette décision n'est que le début. Je commence à vivre à 24 ans, à un moment où on est peut-être censé avoir des certitudes. Et moi, je me découvre dans un corps de 24 ans et je ne sais rien. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas qui j'aime. Est-ce que est-ce que je préfère la mer ou la montagne? Est-ce que je préfère le poisson ou la viande? Je ne sais rien. Et c'est compliqué, si compliqué de faire face à ces émotions quand pendant des années, j'ai fui dans l'alcool. La seule chose que je sais, c'est que j'ai accepté de l'aide, donc j'ai poussé la porte des AA, des alcooliques anonymes, et là, j'ai rencontré tout un monde qui n'est pas du tout celui qu'on voit dans les films, où c'est morose, où c'est triste, mais j'ai vu un monde où on se comprend, un monde où il y a de la bienveillance. Et puis, c'est un monde où j'ai pu m'identifier. Dans l'addiction, j'avais tant besoin d'identification, d'arrêter de me sentir seul. Et chez eux, j'ai vu une nouvelle famille qui m'ont poussé à y retourner. Parce que je voyais des gens qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans, et ils continuaient d'être là. Donc, si eux y arrivaient, eh bien, peut-être que j'avais les ressources nécessaires pour m'en sortir aussi. Et ça a été beau, mais ça a été très progressif. Et c'est pour ça que, en fait, mes 3 premiers mois sans alcool ont été hyper douloureux. Je considère que j'ai été dans un brouillard, dans un tunnel, dans une petite mort, où je devais finalement faire le deuil de beaucoup, beaucoup de choses. Mais au bout de 3 mois, je me souviens comme si c'était hier, j'ai vécu un jour que j'appelle le jour de l'illumination. En fait, je suis sorti un jour et j'ai levé les yeux et j'ai vu un grand ciel bleu. Il n'y avait pas une trace d'avion dans le ciel. Et je me suis posé sur un banc et j'ai senti l'odeur de l'herbe coupée. J'ai touché le banc avec ma paume et j'ai senti que c'était rugueux sous ma main. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais ressentir des choses belles et intenses. Et le voile de l'addiction s'est levé. Et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que moi qui me pensais dépressif, en fait, je ne l'étais pas, c'était l'alcool qui me maintenait dans la dépression. Et après 3 mois, je me suis ouvert à ce monde, à cette vie, à cette réalité. Et je me suis dit, en fait, Baptiste, tu es en train de faire le bon choix, donc continue, persévère. Il y a d'autres ressources de soins que j'ai mis en place, comme la thérapie, parce que j'avais ce désir de comprendre en fait les failles, comprendre pourquoi j'avais eu besoin de recourir à l'alcool. Il fallait aussi que je soigne les causes. Et en fait, c'est quelque chose que j'aimerais aussi vous transmettre, c'est que je ne pouvais pas faire de progrès thérapeutique avant d'arrêter l'alcool.
Ça a été d'abord l'alcool et puis ensuite je traite les problèmes. J'ai dû faire un tri dans mes amis, identifier les situations à risque, me protéger énormément. Parce que la tentation est partout et que je dois identifier qui va me faire du mal, quelle situation me met à risque. Et je me suis beaucoup protégé. Je me suis ouvert petit à petit, mais j'ai fait les choses petit à petit. Et l'abstinence m'a appris à être patient. Je ne deviens pas alcoolique du jour au lendemain. Et donc, j'accepte de me reconstruire avec le temps. La patience est quelque chose de difficile pour moi parce que j'ai été comme un enfant gâté dans l'alcool, dans l'addiction, où hop, j'ai besoin d'un shoot instantané, j'ai besoin de quelque chose, toujours d'un instantané, et l'alcool va m'apporter ça. Mais en fait, la réalité est tout autre, et je dois m'efforcer de traverser les épreuves sans alcool pour pouvoir à terme construire de la résilience, avoir de la résilience. C'est seulement sans alcool, sans fuite, que je peux développer de la résilience et ensuite être plus fort. C'est pas tant que ça devient plus facile avec le temps, mais c'est peut-être que j'ai plus de résilience et plus de capacité, de ressources qui me permet aujourd'hui d'affronter un monde sans alcool. Mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce que je suis devenu en fait? Et il y a un autre sujet dont j'aimerais vous parler, c'est que pendant 2 ans, j'ai cru que l'abstinence allait régler tous mes problèmes, que j'allais pouvoir les faire les mêmes choses, rester dans le même moule et juste sans alcool. Mais en fait, une fois que je m'étais abstenu et que j'avais un peu structuré mon abstinence, je devais aussi trouver sens à ma vie. 2 ans après mon début d'abstinence, je suis retombé dans des profonds sentiments, en fait, encore une fois, dans une lourde dépression parce que je n'étais pas encore en accord avec moi-même. J'estimais que suivre un chemin tout tracé, avoir un beau CV, bosser dans une grande boîte, je pensais que c'était ça qui allait me rendre heureux. Mais en fait, qui suis-je? C'est ça en fait le boulot dans l'abstinence, c'est de se rencontrer, de s'embrasser, d'essayer de reconstruire une estime de soi. Et si j'ai un peu plus d'amour propre, eh bien, j'ai moins de raisons de me détruire. Et donc, c'est passé par trouver sens à sa vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon histoire, parce que j'avais beaucoup de choses à dire et à l'époque, j'avais si peur de prendre la parole, c'était tellement terrorisant. Et donc, ce mode d'expression me correspondait très bien. Et tout comme dans l'alcool, j'ai accepté de ne pas pouvoir le faire seul. Dans l'écriture, j'ai accepté de ne pas pouvoir le faire seul. Donc, j'ai rencontré ma co-auteure qui s'appelle Judith Lossman, qui est littérothérapeute, thérapie par l'écriture, et nous avons coécrit D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée, un livre dont je suis tellement fier parce que c'est le socle de mon abstinence. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être qui je suis, d'être en paix avec moi-même, d'être fier de mes vulnérabilités. Mais j'avais besoin de faire plus que ça parce que j'ai ce désir. Ça vient des tripes, ça vient du cœur, mais j'ai ce désir de transmettre en toute humilité des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Et c'est là que j'ai découvert le patient expert. Patient expert, c'est quoi? C'est un individu qui a vécu quelque chose, une maladie dans sa chair et qui, au fil des années, développe une connaissance fine de sa propre maladie. Et j'ai été certifié, diplômé, j'ai reçu une formation délivrée par la PHP qui me permet aujourd'hui d'accompagner des personnes qui souffrent d'addiction. Et en fait, j'utilise mon savoir expérientiel de la maladie pour transmettre et pour que l'autre puisse s'identifier. Et grâce à ça, en fait, je trouve ma place dans ce monde que je fuyais, je m'autorise à exister, je deviens acteur de mon addiction. Autre chose que j'ai repéré aussi, et je vais vite terminer pour ensuite vous laisser la place aux questions, c'est que j'ai vu que ma génération, enfin en tout cas les plus jeunes, n'osent pas pousser la porte des alcooliques anonymes, n'osent pas aller voir un addictologue. Et donc j'ai créé un compte Instagram qui peut-être est le premier lien entre une personne et des soins. Peut-être que c'est plus facile d'échanger avec moi parce que j'ai vécu la même chose et que c'est peut-être plus facile de s'adresser à moi que de pousser la porte des alcooliques anonymes, bien que mon rôle soit de transférer, faire des soins ou d'accompagner. Mais j'ai trouvé
sur ce réseau social une utilité publique à parler aussi et à transmettre. Et j'aimerais terminer cette conférence par un mot que je ne connaissais pas dans l'alcool, et c'est la gratitude. En fait, je dois absolument tout à ma sobriété. Et c'est vrai que chaque matin, avec mon thé, je lève les yeux au ciel, qu'ils soient embrumés ou non, et je remercie d'avoir l'esprit clair, parce qu'aujourd'hui, je me souviens de tout et que je suis tellement apaisé de me souvenir. Je suis dans l'instant présent, un instant présent que je fuyais avant. Et aujourd'hui, je vis tellement de choses privilégiées. Et je considère même que cet instant que je partage avec vous est un instant privilégié. Et donc, j'aimerais aussi vous remercier parce que grâce à vous, je vis à nouveau des émotions d'enfant. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis maintenant ouvert à toute question. Eh ben, merci à vous. Merci pour ce magnifique témoignage. C'était très touchant. Et j'espère que ça aidera certains d'entre nous. C'est un témoignage qui montre que la relation à l'alcool n'est pas toujours celle qu'on pense, qui montre qu'il est important de se questionner sur sa consommation d'alcool. On a d'ailleurs quelques réactions pendant votre intervention. Ouais, je suis en Que train de l'alcool regarder. est un faux ami, qu'il vous donne du courage d'ailleurs. Il y a un message: si seulement j'avais pu te connaître avant, Baptiste, je n'aurais pas cramé 40 ans de ma vie, que de regrets. Merci Baptiste, voilà. Beaucoup de remerciements. Adorable. C'est adorable. J'imagine qu'il y en a aussi nombreux qui me suivent sur Instagram et j'aimerais en profiter pour vous remercier parce que vous me soutenez et qu'ensemble, cette communauté-là est belle, on s'entraide, on se donne des ressources et il y a une identification qui est possible et je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui sans leur soutien. Et donc merci aussi, franchement, merci à tous. Je vois que maman est aussi connectée et maman, merci. Merci à vous de vous ouvrir comme ça. Et je pense que vous avez raison, c'est grâce à l'entraide et des solutions comme la vôtre de patients experts et un entourage avec lequel on peut s'en sortir. Juste avant de passer un peu aux questions, je souhaitais juste éclairer davantage un peu la relation alcool et cancer cette fois-ci, en vous donnant quelques données. Juste, comme je le disais en introduction, en plus d'être une addiction, l'alcool représente la deuxième cause évitable de mortalité par cancer, responsable chaque année de 28 000 nouveaux cas. Et parmi les causes de décès associées à la consommation d'alcool, c'est le cancer qui occupe la première place, avec 16 000 morts par an en France. Et chez les plus jeunes, du coup, les personnes de 29 à 39 ans, ça représente un décès sur 4, donc qui sont liés à l'alcool. Voilà. N'hésitez pas désormais de poser vos questions via le chat ou les questions-réponses. Nous en avons quelques-unes pour vous. On voulait savoir notamment, on sait qu'en fait, plus de 86% des ados français de 17 ans ont déjà expérimenté l'alcool. Et on voulait avoir votre avis sur la vision que peuvent avoir les jeunes sur l'alcool, mais notamment l'alcool qui est considéré pas comme un alcool fort, comme la bière par exemple, où le marketing en fait est très présent et montre presque comme si la bière était une banalité. Donc,
enfin, quelle vision avez-vous sur justement ce marketing et comment aider en fait les jeunes à se rendre compte du tout le lobbying qu'il y a autour? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, une question claire. Après, je suis toujours assez gêné d'aborder ces sujets presque politiques parce que c'est pas forcément mon rôle. Mais en tout cas, de ce que je vois et ce que j'aimerais transmettre, c'est que dès le plus jeune âge, en fait, les publicités sont trompeuses et nous font croire que c'est grâce à l'alcool qu'on va passer une bonne soirée et que c'est grâce à l'alcool que cette béquille sera là et va aider à nous désinhiber, etc. Et donc, en fait, euh, il y a des publicités qui sont totalement mensongères. Bon, je m'en souviens, et même il y a des produits qui sortent comme les bonbons au goût Morito, etc. En fait, c'est éduquer nos cerveaux à ce goût, et plus tard, quand on découvrira l'alcool, on reconnaîtra ce goût et on aura peut-être davantage tendance à se diriger vers un produit alcoolisé que non. Euh, Ça, pour moi, c'est très, très problématique. Tout comme en fait dans la nourriture, où moi je fais très très attention à ce que je mange aujourd'hui, parce que après bon, c'est mon choix de ne pas prendre d'alcool dans tout ce qui est cuisiné, mais je pourrais me faire avoir. Quand je retourne la liste des ingrédients, il y a très très souvent de l'alcool, et même pour des produits qui sont à destination des enfants. Euh, c'est euh, c'est titiller le cerveau à l'alcool, alors que le cerveau devrait être protégé de ces substances-là. Mais peut-être que le réel problème, c'est de dédramatiser parce qu'il est licite et qu'on se dit, ah mais non, je ne prends pas de cocaïne, j'ai pas envie de me droguer. Oui, mais en fait, l'alcool est une drogue quand même. L'alcool est un poison mélangé avec du sucre et d'autres arômes. Euh, Ça reste un poison, et donc en fait ce que j'invite, c'est pas du tout d'être anti-alcool ni d'interdire l'alcool, mais c'est de consommer avec davantage de conscience. Et c'est les questions du début que je posais, mais c'est pourquoi je bois et comment je bois. Et si on a ce recul-là, si on a conscience de notre relation avec l'alcool, il y aura peut-être moins d'excès, ou en tout cas peut-être une capacité à oser demander de l'aide plus rapide. Et justement, sur l'aide, du coup, est-ce que vous pouvez préciser un peu l'aide? Vous disiez, c'est votre maman qui a été le déclic pour vous. Quel a été vraiment le rôle de vos proches dans votre sevrage? C'est vrai que ma maman a eu un rôle important, mais mes frères aussi qui m'ont soutenu. Moi, euh, ça a été une libération de enfin savoir ce que j'allais devoir combattre, entre guillemets, euh, même si en fait c'est dans l'acceptation de ne pas savoir me contrôler que je peux me soigner. Mais j'en ai tout de suite parlé autour de moi. Ça n'a pas été tabou, en tout cas, je ne l'ai pas senti comme ça. Et ma famille a été tellement dingue en fait, de très rapidement l'accepter comme une maladie. Et en fait, c'est comme le diabète ou le cancer, en fait, c'est comment interagir avec un individu malade, notamment ne pas être dans la morale, ne pas le culpabiliser, alors que moi, je me sentais déjà coupable. Donc, rajouter de la culpabilité à une culpabilité déjà présente, ça ne peut pas fonctionner. Donc euh, ça a été la parole qui a été très libératrice, les alcooliques anonymes, mais aussi accepter des soins thérapeutiques. Et après, il y a les cures, il y a d'autres types de soins. Et j'aimerais en profiter pour parler des soins pour l'entourage, parce qu'il y a aussi en fait, il y a peut-être une personne qui consomme dans le foyer, mais tout l'entourage en pâtit. Et il existe des groupes de parole pour l'entourage, ma maman y est d'ailleurs allée, qui s'appellent les Al-Anon. Et ça fonctionne sur le même principe que les alcooliques anonymes. C'est pour permettre de sortir de l'isolement, d'avoir des ressources supplémentaires, d'être compris, de pouvoir parler. Et ça booste énormément. Donc,
si vous êtes concerné, allez regarder, il y a un site internet, c'est Al-Anon, il y a des réunions qui sont là, ou des réunions en visio, mais vous n'avez pas à cheminer seul, l'entourage a droit aussi à sa propre reconstruction, donc osez, osez demander de l'aide, ça a été tellement, pour moi c'est une forme de courage, il n'y a rien de plus courageux que d'accepter d'avoir des vulnérabilités et d'oser demander de l'aide, c'est tellement courageux de le faire, donc osez le faire, il y a des structures qui sont là, des personnes qui sont là pour vous aider. Vous n'avez pas à le faire seul. Merci. J'ai mis le lien dont vous parlez du coup. Voilà. Super. Il y a Isma qui pose une question. Je souhaiterais savoir, on parle de différents alcoolismes qui existent. Et ma question est, est-ce que cette différence joue sur l'état psychologique? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je pense que c'est, est-ce que, comme il y a différents types d'alcoolisme, est-ce qu'il y a différents types de réactions peut-être? Je ne sais pas si vous pouvez préciser votre question. Je ne comprends pas très bien, mais ça me fait penser à quelque chose dans lequel je me suis longtemps réfugié, c'est que souvent on me pose, est-ce que je suis alcoolique ou non? Mais finalement, en fait, c'est si je suis pas alcoolique, donc je peux boire. Sauf qu'à partir du moment où on se pose des questions, on commence à faire des recherches Google, où on se dit est-ce que je suis dépendant et on remplit des tests, c'est déjà le signe qu'on a une relation à risque. Parce qu'une personne saine ne se poserait pas ce type de questions. Et donc, justifier sa consommation d'alcool en se disant ah ben non, je suis pas alcoolique, en fait, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est rangé dans des représentations négatives de cette maladie-là et qu'il y a toujours un dépendant qui aura des mécaniques beaucoup plus, peut-être qui ira beaucoup plus loin dans l'addiction que soi. Mais l'essentiel, c'est de se connecter à soi et de réfléchir à comment est-ce que l'alcool impacte négativement ma vie. Si on se pose cette question-là, on n'a pas besoin de se sentir dépendant ou non, mais c'est de prendre ce recul suffisant et voilà, comment est-ce que l'alcool impacte négativement ma vie? Est-ce qu'il y a des problématiques de couple? Est-ce qu'il y a des problématiques au travail, sociales, etc. Essayer d'englober tout ça et d'avoir l'honnêteté de se poser cette question. Et du coup, comment vous vivez, vous, maintenant, vous disiez d'essayer de normaliser le non sur l'alcool. Est-ce que vous pouvez nous parler justement maintenant en soirée, c'est vrai que c'est quand même assez banal de retrouver de l'alcool. Est-ce que, comment vous vivez le fait de toujours devoir dire non? En fait, aujourd'hui, avec les années d'abstinence, j'ai bientôt 7 ans d'abstinence, je me fais confiance. Au tout début, je me faisais confiance sur 1 heure, 2 heures, et j'essayais de reproduire ces 1 heure, 2 heures. Si je me sentais capable de tenir 1 heure ou 2 heures, j'allais pouvoir le reproduire ça, mais ça a été fait petit à petit. Aujourd'hui, je me fais suffisamment confiance pour savoir que je ne vais pas boire ce week-end, par exemple. Je me suis construit un environnement où il n'y a pas d'alcool à la maison, où oui, c'est OK de boire à côté de moi, mais si par exemple on fait un dîner, les bouteilles à moitié terminées ou les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes repartent, enfin ne restent pas à la maison. J'ai essayé de me construire des souvenirs non alcoolisés. C'est déstructurer mes souvenirs alcoolisés, d'arrêter de glorifier tous mes souvenirs alcoolisés et de me rendre compte que oui, avant, je pensais que c'était grâce à l'alcool que je passais un beau moment dans ce contexte-là, avec cette personne-là. Mais en fait, il y a d'autres choses. Et typiquement, en fait, je ne vais plus dans des bars où j'ai des souvenirs alcoolisés. Je vais dans des bars où les serveurs ne me connaissent uniquement sans alcool, où il y a une vraie connexion qui se fait et ils savent que je ne bois pas, donc je me sens en sécurité. Je me suis ouvert. En fait, ça a été aussi à l'écoute de moi-même, d'être davantage à l'écoute de moi-même. Avant, boire me permettait de tolérer énormément de choses, mais je n'étais pas en accord avec moi-même. Typiquement, des personnes ou des lieux ou accepter des choses qui me mettent à risque. En fait, je suis dans cette recherche de
qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui? Ose dire non à des choses qui ne te plaisent pas, qui font que tu es en désaccord avec toi-même. Et c'est vrai que c'est long et parfois pénible parce que c'est un apprentissage et on ne va pas tout réussir du premier coup. Mais euh, j'ai persévéré, j'ai essayé de m'écouter davantage et c'est vrai que euh, je me fais plus confiance. Ok. Et Je bien, ne on sais a pas une... si j'ai bien répondu à cette Si, si, question-là. si, si, non, tout à fait. Et tout à fait. Mais je pense qu'on a une question de Victoire qui est un peu liée à la précédente, qui demande si tu es heureux aujourd'hui. Je suis tellement mieux que dans l'alcool. Je m'autorise à passer à l'âge adulte, moi qui étais un enfant qui refusait de grandir dans l'alcool. J'apprécie aujourd'hui à être de plus en plus fiable, à ce que les gens puissent compter sur moi, à me souvenir des discussions, à ressentir des choses très très intenses sans alcool. Mais en fait, toute la thérapie aussi me permet d'accepter mon hypersensibilité et de considérer ça comme une force, de ne plus avoir peur, de ne plus être enchaîné à mes peurs, d'oser parler, oser m'affirmer. Mais tout ça, comme je l'ai dit, c'est grâce à mon abstinence. Je n'aurais pas pu faire tout ça dans l'alcool. Et euh, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est là et d'avoir qu'on m'ait permis d'ouvrir les yeux à 24 ans. Et aujourd'hui, je considère que la vie est une chance, un cadeau que j'ouvre tous les jours. Ok, super. Euh, Euh, et donc, c'est un beau message d'espoir en tout cas. Euh, vous avez parlé donc de votre livre en fin d'intervention. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre? Alors ce livre, il est en auto-édition, par choix d'ailleurs, et donc il est disponible sur notre site internet qui s'appelle d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée.com. Peut-être que vous pouvez envoyer le lien dans le Ouais. chat. Euh, c'est un livre qui retrace à la fois la descente aux enfers, mais aussi toute la partie reconstruction. Quelles choses mettre en place? Qu'est-ce que la reconstruction implique? Parce qu'il y a énormément de peur. Euh, Peut-être que je peux rajouter ça, mais en fait, cette décision, boire ou ne pas boire, elle est vachement difficile parce que dans tous les cas, la réponse, c'est je me dirige vers la mort. Si j'arrête de boire, enfin, si je continue de boire, je vais sûrement en mourir. Mais si j'arrête de boire, mon cerveau est constitué à me fait croire que c'est grâce à l'alcool que je vis. Donc si j'arrête, si j'envisage d'arrêter l'alcool, je vais mourir aussi. Euh, et donc, il me devait d'écrire tout ça, d'écrire toute cette partie reconstruction qui n'a pas été longue, qui n'a pas été linéaire, pardon. Et c'est une chose que je ne retrouvais pas dans d'autres témoignages que j'avais pu lire. C'est exactement ça, c'est ça le site. Donc, Ouais, vous pouvez passer commande. On s'occupe avec ma co-auteure des envois postaux et des dédicaces personnalisées. Ça nous tient à cœur. chouette. On va passer aux dernières questions. Il y a Elodie qui demande comment peut-on aider une personne qui se sèvre de l'alcool? Que peut-on lui dire ou pas? Alors déjà, en fait, le sevrage d'alcool, en fait, il faut être accompagné. J'ai envie de dire obligatoirement, dans le sens où c'est la seule drogue où le sevrage peut être mortel, qui peut créer des crises d'épilepsie et des crises cardiaques, donc absolument être suivi. Euh, euh, ce que j'ai commencé à faire dire, à dire, c'est que être dans la culpabilisation ne peut pas fonctionner en fait. Je suis une personne malade et c'est aussi à l'entourage d'accepter que c'est une maladie et que ce n'est pas de sa faute. Donc, le secouer, essayer de le réveiller, de lui dire oui, il suffit de la volonté. En fait, non, il n'y a aucun rapport avec la volonté dans l'addiction. Ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de trouver des fenêtres de temps où la personne est moins alcoolisée ou pas alcoolisée. Parce que si, quand moi j'étais alcoolisé, je n'entendais rien. Je pouvais promettre des choses,
mais le lendemain en fait 2 minutes après, j'avais oublié. Donc c'est essayer de trouver des moments sans alcool. Moi, ce qui m'a aidé ont été des preuves d'amour. Donc j'invite aussi les personnes à, à dire qu'on aime cette personne-là, à être là. Je suis là pour t'accompagner vers des soins. Puisque, en fait, une addictologue m'a dit que, et c'est tellement juste, que l'addiction est une maladie du lien qui se soigne par le lien. Et c'est remplacer en fait ces liens malsains qui me tournent vers l'alcool pour construire, pour remplacer par des liens plus sains. Et ça va être des liens d'amour, enfin, avec un grand axe, qu'ils soient fraternels, amoureux ou familiaux. Donc c'est hyper important. Et puis aussi, je conseille à l'entourage de se faire accompagner aussi. Comme j'ai pu le dire, l'entourage a droit à sa propre reconstruction. Il existe les Al-Anon. Vous n'avez pas à le faire seul. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va terminer sur un beau message de Marc qui lui dit: Tu es un ange, j'ai beaucoup appris. Merci Marc, c'est adorable. C'est adorable. Merci Elodie aussi. Donc, franchement, merci. On vous remercie aussi d'avoir pris du temps pour nous partager votre témoignage, votre vie au final. On rappelle qu'il est vraiment important de se questionner sur sa consommation d'alcool, quelle qu'elle soit en fait. D'ailleurs, pour ça, on va mettre au point un petit quiz aussi qui sera bientôt disponible sur notre page Facebook. Voilà, donc merci encore à tous. Merci à vous, Baptiste. Et on vous enverra aussi un petit questionnaire de satisfaction pour savoir un peu ce qui vous a plu ou déplu dans cette webconférence. Et on vous enverra le lien de replay que vous pourrez revisionner si vous avez l'envie. Voilà, qui sera disponible sur notre chaîne YouTube uniquement avec le lien. Voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier petit message. En tout cas, merci de m'avoir sollicité, d'avoir permis de m'accorder cette parole-là, de transmettre. Et franchement, je suis tellement touché de votre sollicitation et d'avoir organisé ça. C'était super. J'espère que ceux qui ont écouté ont appris certaines choses. Si je témoigne aussi, c'est pour permettre à d'autres de se sentir moins seuls et peut-être plus compris. Donc, voilà pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui. Merci encore. C'est très courageux, comme le dit Virginie. Eh bien, passez une bonne soirée et on espère que votre livre aidera beaucoup de personnes et vos interventions également. Merci. Et bonne soirée à tous. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.